À 23 heures, le 3 janvier 2026, tout devait basculer d'un coup. Selon le récit officiel, l'objectif n'était pas seulement un changement de régime, mais une séquence. Neutraliser à très courte distance, attaquer la résidence, viser une base de drones, puis ouvrir une brèche à une intervention extérieure. Ce montage révèle surtout un réseau, des relais civils et militaires, et un financement évoqué autour de 70 millions de francs CFA, assez pour synchroniser la nuit et tester l'appareil sécuritaire autour d'Ibrahim Traoré. Et si l'échec n'expliquait pas qui a tiré, mais qui a rendu cela possible hier? Cette séquence mérite d'être lue comme une promesse méthodique, pas comme un choc émotionnel. Comprendre la mécanique permet d'évaluer risques, responsabilités et conséquences durables. L'enjeu est de suivre la logique plutôt que les slogans, afin d'identifier où se forment les points de bascule. Le récit oppose une attaque spectaculaire à une interception discrète, et c'est cette inversion qui fait sens. Il promet une lecture par mécanisme en distinguant préparation, déclenchement, synchronisation et exploitation du désordre. Un détail négligé au départ décide souvent de l'issue. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure isolée que comme un point de convergence testé. La promesse faite au lecteur est cette simple: reconstruire la chaîne, mesurer sa cohérence, puis en tirer des implications prudentes. Cette approche évite l'exagération tout en laissant place au doute raisonné. Elle permet aussi de comparer ce cas à d'autres transitions sécuritaires récentes. La question centrale reste ouverte: que révèle cette nuit sur la solidité réelle du système? La suite apportera des éléments vérifiables. Une donnée change immédiatement la lecture. Environ 70 millions de francs CFA sont cités comme enveloppe récente destinée à transformer une intention en plan opérationnel. Ce montant n'indique pas une armée, mais un réseau capable de synchroniser des actions sur une seule nuit. À partir de là, le récit se déploie comme une mécanique séquentielle. Les autorités décrivent une opération déclenchée à une heure précise, tard dans la nuit du 3 janvier, reposant sur une succession d'étapes dépendantes les unes des autres. La neutralisation de Ibrahim Traoré n'est pas présentée comme une fin en soi, mais comme l'acte initial destiné à créer un vide immédiat. Ce vide devait ensuite être exploité avant que l'appareil d'État ne puisse réagir. Le contexte explique pourquoi cette approche est jugée crédible. Le Burkina Faso traverse une phase de transformation rapide, marquée par des réorganisations politiques, des lignes de loyauté instables et une forte centralité des enjeux sécuritaires. Dans un tel environnement, frapper un point humain précis peut produire un effet disproportionné. Le plan repose alors moins sur la force brute que sur le facteur humain: surprise, sidération, ralentissement des chaînes de commandement. Un autre élément modifie la perspective. Les civils n'y sont pas décrits comme de simples figurants, mais comme des relais fonctionnels, chargés d'observer, de transmettre ou de créer une apparence de soutien après l'action initiale. En parallèle, des militaires acquis à la cause devaient tenter d'entraîner d'autres unités, produisant un effet d'entraînement progressif. Cette articulation civilo-militaire, financée et coordonnée, transforme une tentative d'assassinat isolé en projet de déstabilisation systémique. La question cesse alors d'être uniquement qui aurait agi pour devenir comment ces pièces auraient pu tenir ensemble. À ce stade, Ibrahim Traoré apparaît comme le point autour duquel ces signaux convergent, révélant la logique plutôt que le choc. Dans le récit officiel, aucun héros isolé n'occupe le devant de la scène. Le rôle central est attribué à une chaîne de vigilance présentée comme continue, reliant renseignement, surveillance et action préventive. Cette approche déplace l'attention.
L'événement marquant n'est pas l'attaque, mais son interception progressive bien avant le point de non-retour. Un premier cas illustre cette logique. Des civils sont interrogés pour avoir servi d'intermédiaires, parfois sans intention idéologique claire. Certains transportaient un message, d'autres facilitaient un contact ou ouvraient une porte. Pris isolément, ces gestes paraissent banals. Mis bout à bout, ils dessinent une architecture fonctionnelle. Leur identification précoce aurait permis de remonter des segments entiers du réseau. Un second cas concerne des militaires accusés d'avoir tenté de recruter discrètement d'autres soldats pour des groupes aux missions définies. Là encore, il ne s'agit pas d'unités constituées, mais de tentatives de structuration progressive. L'impact est immédiat. La détection de ces signaux faibles empêche la synchronisation nécessaire au passage à l'acte. Ces exemples montrent que la menace décrite n'est ni entièrement externe ni franchement populaire. Elle se situe dans des zones grises de loyauté, d'opportunisme et de calcul individuel. C'est précisément cette ambiguïté qui rend le dispositif crédible et dangereux à la fois. Alors, la question du «et ensuite» s'impose clairement. Neutraliser une figure ne suffit pas, mais cartographier les tâches ordinaires révèle la solidité réelle d'un système. Avant la nuit du 3 janvier, rien n'est présenté comme improvisé. Le récit officiel insiste sur une phase d'activation discrète, étalée dans le temps, destinée à préparer des relais humains, aux rôles distincts mais complémentaires. Certains devaient observer et transmettre, d'autres recruter, convaincre ou structurer de petits groupes d'action. La lenteur apparente est un choix. Elle permet de rester sous le radar tout en préparant une montée en puissance rapide. Puis vient le point de bascule. À 23 heures, le 3 janvier, l'opération devait entrer dans sa phase de pic. La neutralisation de Ibrahim Traoré est décrite comme l'acte déclencheur, celui qui devait produire un choc immédiat et une sidération des chaînes de commandement. L'objectif n'est pas seulement d'éliminer une personne, mais de paralyser la capacité de décision durant les premières heures critiques. Dans cette configuration, chaque minute compte car le désordre initial devait compenser l'absence de moyens lourds. La séquence suivante devait s'enclencher presque sans transition. Une action visant la résidence du chef de l'État était censée accentuer la confusion et multiplier les signaux contradictoires. Dans le même temps, la neutralisation d'une base de drones est évoquée comme une étape clé. Ce verrou technologique représente un outil de surveillance et de réaction rapide. Le frapper, même temporairement, devait réduire la capacité de reprise de contrôle du territoire. À partir de là, le plan reposait sur l'exploitation du chaos. Des groupes civils mobilisés devaient apparaître dans l'espace public, occuper le terrain et donner l'illusion d'un soutien populaire spontané. En parallèle, des militaires déjà acquis à la cause étaient censés entraîner d'autres unités, produisant un effet d'entraînement progressif. Le désordre devenait alors un levier stratégique, transformant un choc ponctuel en dynamique prolongée. Ce qui frappe dans cette chronologie est la logique d'emboîtement. Chaque étape dépend strictement du succès de la précédente. Si l'attaque initiale échoue, l'ensemble de l'édifice s'effondre. Les autorités soulignent que la détection en amont a précisément rompu cette chaîne avant le point de non-retour. Arrestation ciblée, surveillance des communications et démantèlement progressif des relais auraient empêché la montée vers le pic. Les premières conséquences se font sentir immédiatement. L'événement n'est plus l'attaque annoncée mais son interception. La lecture se déplace vers la capacité de l'État à absorber le choc potentiel sans escalade visible. Cette nuit courte, conçue pour provoquer un basculement long, se transforme alors en test de cohésion interne. La question reste suspendue. Qu'est-ce que cette rupture anticipée révèle réellement sur la solidité du système et sur ce qui aurait pu se produire si une seule étape avait réussi? Le point de départ chiffré est simple.
Une enveloppe d'environ 70 millions de francs CFA est citée comme le financement le plus récent associé à la tentative. Ce niveau constitue une base modeste suffisante pour coordonner des relais, insuffisante pour contrôler durablement un territoire. À partir de cette base, la variation recherchée apparaît dans l'usage du temps. Les autorités situent le déclenchement opérationnel autour de 23 heures le 3 janvier 2026, une fenêtre où la vigilance humaine baisse et où les chaînes de commandement deviennent plus lentes. Le passage du jour à la nuit fonctionne ici comme un multiplicateur d'effets compensant l'absence de moyens lourds. Un troisième indicateur complète le cadre. Le récit évoque au moins une troisième tentative visant Ibrahim Traoré en moins de 2 ans. Pris isolément, ce chiffre reste imprécis, mais mis en série, il suggère une persistance et un apprentissage progressif. Ces trois mesures, financement, horaire et répétition, dessinent une même logique. Le montant indique un seuil d'engagement calculé assez élevé pour rémunérer des intermédiaires et couvrir des déplacements, trop faibles pour soutenir une action prolongée. L'horaire révèle une stratégie d'optimisation du chaos, misant sur le facteur humain plutôt que sur la force brute. La répétition enfin introduit d'une dynamique cyclique. Tester, échouer, corriger, recommencer. Ce cadre quantitatif soutient une lecture prudente. La menace décrite n'est ni massive ni improvisée. Elle est calibrée pour frapper des points précis à des moments précis, avec des moyens mesurés. C'est ce calibrage qui explique pourquoi l'échec est présenté comme une victoire stratégique. Il prive le réseau de son principal levier sans lui offrir l'escalade qu'il recherche. Un doute subsiste néanmoins. Ces chiffres proviennent d'autorités directement impliquées dans la gestion de la crise. Ils servent autant à crédibiliser la mécanique décrite qu'à structurer un récit de vigilance. Le risque existe de confondre enquête en cours et narration stabilisée. Pourtant, la cohérence interne de ces indicateurs résiste en partie à la critique. Aucun ne suppose une organisation massive. Une chaîne courte, composée de cellules peu nombreuses, suffit si le point d'entrée est bien choisi. La lecture entre situation de départ et écart recherché est alors claire. D'un côté, des moyens limités et ciblés. De l'autre, un impact potentiel disproportionné s'ils avaient été synchronisés. La prévention a rompu cette équation avant qu'elle ne se vérifie. Reste à savoir si cette rupture modifie durablement la trajectoire ou si elle ne fait de saut que déplacer les tactiques. Le premier argument contre cette narration officielle suggère que l'histoire les forme trop bien structurée pour refléter la réalité complète. L'idée d'un adversaire avec des financements précis, un calendrier clair et des relais civils et militaires parfaitement coordonnés pourrait servir à renforcer l'image d'un pouvoir vigilant et indispensable. En d'autres termes, présenter la menace comme une architecture complète permet de justifier l'extension de la sécurité, la multiplication des enquêtes et un discours public qui reste centré sur le danger permanent. Le second argument réside dans la provenance des informations. La plupart des détails proviennent des autorités directement impliquées dans la gestion de la crise. Les chiffres, les étapes et les responsabilités mentionnées n'ont pas été pleinement confrontés à une critique publique complète. Cela ouvre la porte à une confusion entre enquête en cours et narration stabilisée. Le risque est donc de surévaluer la cohérence de l'adversaire pour légitimer des mesures sécuritaires. Cependant, ces critiques peuvent être relativisées par des données précises. D'une part, l'organisation décrite ne nécessite pas un appareil massif. Un petit réseau de cellules avec des tâches simples et fragmentées est suffisant si le point de départ est bien choisi. D'autre part, la participation simultanée de civils et de militaires, même à un niveau marginal, correspond à des scénarios observés dans des contextes de transition politique rapide où la loyauté reste instable. Enfin,
La répétition des tentatives contre Ibrahim Traoré en moins de 2 ans contredit l'idée d'une simple mise en scène. Cette persistance suggère une pression continue sur un axe central du pouvoir, plutôt qu'un simple accident isolé. Le point de bascule n'est ni une arrestation spectaculaire ni une déclaration martiale. Il apparaît plutôt, dans un espace souvent relégué en marge, la surveillance des flux humains ordinaires. Les autorités expliquent que nombre de civils identifiés n'étaient ni des idéologues ni des conspirateurs aguerris. Ils assuraient des tâches simples, transporter un message, livrer un objet, servir d'intermédiaires ponctuels, sans toujours mesurer la portée d'ensemble. C'est précisément cette banalité qui aurait rendu le réseau lisible. En cartographiant ces missions modestes, les services de renseignement auraient reconstitué une architecture plus large, reliant des acteurs dispersés à une intention commune. Ce travail discret aurait rompu la synchronisation nécessaire au passage à l'acte avant l'instant critique. Dans ce renversement, Ibrahim Traoré cesse d'être seulement la cible finale. Il devient le point autour duquel des signaux faibles se croisent et se trahissent. La réussite ne repose plus sur une force supérieure, mais sur une attention prolongée aux marges, là où les réseaux cherchent à se fondre dans la normalité. Ce changement de perspective modifie la lecture de l'ensemble. L'échec de l'opération n'apparaît plus comme un hasard, mais comme le produit d'une asymétrie silencieuse, patiente, cumulée dans le temps. Pour l'État, la conséquence immédiate est le renforcement de la centralité de la sécurité dans l'agenda politique. L'événement ne s'est pas traduit par une crise systémique, mais par une confirmation du pouvoir de l'appareil sécuritaire à prévenir un déstabilisateur potentiel. Cependant, cette réussite implique un resserrement de l'appareil d'État, car la protection de Ibrahim Traoré devient indissociable de la protection de l'institution elle-même. La vigilance se transforme en routine, mais en même temps, elle justifie un contrôle plus strict et un suivi constant. Cette situation met en lumière une forme de gouvernance de plus en plus centrée sur la sécurité, reléguant au second plan les autres priorités nationales. Du côté des entreprises, les effets sont plus ambigus. À court terme, la stabilisation apportée par la prévention de l'attaque contre Ibrahim Traoré permet d'éviter un choc brutal qui aurait pu paralyser l'économie. Les chaînes de production et de distribution restent fonctionnelles et la confiance dans la stabilité relative du pays est préservée. Toutefois, à moyen terme, l'incertitude persiste. Avec la montée de la sécurité, les décisions économiques se tendent, les investisseurs deviennent plus prudents et les entreprises risquent de faire face à un environnement d'affaires de plus en plus volatile. L'incertitude dans la gouvernance pourrait freiner l'innovation et ralentir les investissements. Pour la population, l'impact est plus diffus mais profondément ressenti. Les appels à la vigilance modifient les comportements quotidiens. Un devoir civique qui consistait initialement à signaler tout comportement suspect se transforme peu à peu en source de tension sociale. Les civils, même s'ils n'étaient pas impliqués directement, se retrouvent au centre de la surveillance et de la suspicion. Le simple fait de participer à des tâches banales, comme livrer un message ou transporter un colis, devient lourd de conséquences. Ce phénomène crée un climat de méfiance généralisée, où la frontière entre citoyens ordinaires et acteurs potentiels de la déstabilisation devient floue. Au niveau régional, l'échec de l'attaque contre Ibrahim Traoré ne marque pas la fin des tensions, mais les rend plus visibles. Les accusations de soutien extérieur, bien qu'elles ne soient pas nécessairement fondées, alimentent la méfiance entre les États voisins. Le Burkina Faso devient un terrain de friction où les dynamiques politiques, diplomatiques et stratégiques se croisent. L'incident fait naître une nouvelle lecture géopolitique du pays, où la sécurité intérieure influence de manière directe la position du pays sur la scène régionale et internationale.
En somme, la tentative de déstabilisation n'est pas simplement un épisode isolé. Elle met en lumière des fractures profondes dont les effets s'étendent bien au-delà de la sphère immédiate de l'incident. Bien que l'État ait réussi à éviter une crise majeure, les tensions sous-jacentes, qu'elles soient économiques, sociales ou diplomatiques, restent intenses. Sur les 6 à 12 prochains mois, trois trajectoires possibles se dessinent, sans prétention à prédire l'avenir, mais pour éclairer les dynamiques possibles. Dans l'hypothèse la plus probable, tout repose sur une continuité de la pression sécuritaire. L'État maintiendra son attention sur la prévention avec des enquêtes qui se prolongeront et des réseaux disséminés mais non effacés. L'appareil gouvernemental privilégiera une approche défensive focalisée sur la surveillance et la neutralisation de toute menace perçue. L'économie et la société devront s'adapter à une vigilance constante, ce qui pourrait ralentir certains secteurs sans provoquer de rupture majeure. Cette stabilité serait marquée par une vigilance permanente et une adaptation progressive, sans changement significatif dans la gouvernance ou la politique économique. Dans une trajectoire plus favorable, l'échec de l'opération d'assassinat agirait comme un catalyseur pour l'amélioration des mécanismes de gouvernance, le renforcement de la coopération civilo-militaire et l'efficience des services de renseignement augmenteraient, ce qui permettrait à l'État de devenir plus réactif et plus intégré dans la gestion des crises. Le rôle de Ibrahim Traoré passerait de symbole d'urgence à élément intégré d'un système sécurisé plus stable. Cela pourrait entraîner un assouplissement progressif des mesures d'urgence, un retour à des priorités gouvernementales plus larges et un relâchement de l'emprise sécuritaire. Dans une trajectoire plus sombre, une spirale de méfiance croissante s'installerait. Les alertes répétées maintiendront un climat de suspicion, avec des groupes d'opposition se réorganisant lentement mais sûrement. Les mesures sécuritaires deviennent plus visibles, créant une fatigue institutionnelle et un climat social tendu. Le risque principal ne serait pas un effondrement rapide, mais une érosion progressive de la confiance envers le système, rendant la gestion du pays plus difficile et alimentant des tensions qui pourraient se traduire par des conflits internes ou des fractures sociales plus profondes. Dans ces trois trajectoires, la clé est de ne pas confondre intensité et direction. Un climat de sécurité peut être bruyant et visible sans entraîner de changement durable, ou discret et structurant à long terme. Ce qu'il faut observer, c'est ce qui change réellement dans la gestion de l'État et la capacité de ce dernier à s'adapter sans tomber dans l'excès. À ce stade, la séquence cesse d'être abstraite et rejoint directement l'expérience du spectateur. Pour un premier groupe, elle agit comme un rappel brutal de la fragilité des équilibres politiques. Une tentative d'échouer ne signifie pas la disparition du risque, mais l'installation d'un climat où l'alerte devient permanente. Cette perception influence la manière de consommer l'information, d'évaluer les discours officiels et de hiérarchiser ce qui mérite attention ou distance critique. Un deuxième groupe ressent surtout une forme de fatigue. La répétition des récits de menaces, même lorsqu'elles sont neutralisées, peut émousser la capacité à distinguer l'essentiel du bruit. La vigilance demandée se transforme alors en lassitude, voire en indifférence, particulièrement lorsque les conséquences concrètes semblent lointaines ou cycliques. Dans ce contexte, la figure de Ibrahim Traoré devient ambivalente, symbole de protection pour certains, point focal d'un cycle sans fin pour d'autres. Un troisième groupe perçoit l'impact social plus subtil. Les appels à signaler, à observer et à se méfier modifient les relations ordinaires. Le voisin, le collègue ou l'intermédiaire occasionnel change de statut potentiel. Cette transformation du lien social, rarement mise en avant, pèse pourtant sur le sentiment de normalité et sur la confiance quotidienne. Face à ces effets, deux attitudes émergent. Soit subir le flux d'alerte en acceptant que l'exception devienne la règle,
soit ralentir, trier et réintroduire une distance consciente entre l'événement et sa propre perception. Cette seconde option ne nie pas le risque, mais cherche à le rendre supportable et lisible. La transition vers une approche plus intégrée de la protection d'Ibrahim Traoré s'appuie sur une série d'étapes claires. La première étape consiste à clarifier les rôles. Les autorités sécuritaires doivent mener l'enquête et la prévention, mais la communication doit rester factuelle et restreinte aux éléments vérifiés, afin d'éviter que l'alerte permanente ne se transforme en confusion. Cette mesure doit être suivie d'une surveillance renforcée des flux humains afin de détecter toute activité suspecte sans exacerber le climat de peur. La deuxième étape vise à normaliser la vigilance. Il ne s'agit pas d'appeler à une méfiance généralisée, mais de sensibiliser les civils à identifier des signaux crédibles. Des relais civils bien formés à cet effet peuvent en aider à repérer les comportements préoccupants sans sombrer dans la suspicion systématique. Cette approche contribue à maintenir un équilibre entre vigilance et normalité. La troisième étape touche à la sécurisation institutionnelle. La protection de Ibrahim Traoré doit évoluer d'un régime d'urgence à un dispositif intégré et moins visible mais plus robuste. Ce système doit être basé sur la coopération continue entre différents secteurs de l'État pour garantir une gestion plus fluide tout en préservant la capacité de réaction rapide. En parallèle, il est nécessaire de gérer les marges régionales. Les accusations extérieures, qu'elles soient fondées ou non, nécessitent des canaux diplomatiques fonctionnels, même minimaux, pour réduire les malentendus exploitables par des réseaux externes. À la fin, tout revient à cette nuit évitée, non pas comme un exploit spectaculaire, mais comme un rappel silencieux. La réussite ne se mesure pas seulement à l'échec de l'opération, mais à la manière dont le système a réagi en profondeur. Ibrahim Traoré, au cœur de cette mécanique, cesse d'être uniquement une cible, un nom récurrent dans les rapports, pour devenir un point symbolique. Son nom se tisse avec les attentes contradictoires de protection, de changement et de continuité. Ce qui reste de cette séquence n'est pas l'image d'une attaque manquée, mais l'empreinte de la fragilité structurelle du pays. La vigilance n'est plus perçue comme une simple réponse à un événement, mais comme une construction permanente, une tâche silencieuse mais essentielle pour maintenir un équilibre fragile. Ainsi, même si le chaos n'a pas eu lieu cette nuit-là, un autre type de chaos persiste. Il se joue dans la tension invisible entre sécurité et liberté, entre l'urgence de la protection et le désir de normalité. Le véritable défi réside dans l'absorption de ces tensions sans qu'elles n'éclatent en fractures profondes. Alors, face à ces événements et leurs multiples implications, que choisirez-vous? Réagir à l'instant, suivre le flux ou prendre du recul pour interroger ce qu'il dit réellement du système qui nous entoure? Ce récit, comme tant d'autres, est un miroir grossissant. Il concentre notre attention sur des figures, mais les véritables dynamiques se jouent ailleurs, dans la durée et dans les comportements collectifs. Il est facile de se perdre dans l'urgence, mais la stabilité n'est jamais acquise. Elle réside dans notre capacité à comprendre, à accepter qu'il n'y ait pas toujours de réponse simple et à maintenir un certain recul face aux événements. À l'échelle individuelle, chaque décision, chaque interaction modifie la perception de ce que signifie vivre dans une société en constante tension. La vigilance, la participation citoyenne ne sont pas seulement des obligations, mais des choix qui façonnent notre avenir collectif. Quel rôle jouerez-vous dans cette dynamique à la fois invisible et essentielle pour préserver l'équilibre fragile qui nous unit?